Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour ce nouveau numéro du magazine Deadline. Nous étions très heureux de vous savoir nombreux car vous nous avez suivis lorsque nous avons reçu pour vous le président de l'Ordre national des architectes qui a parlé de la place de cette structure des architectes dans le regard au sein du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, de la République démocratique du Congo. Ainsi, vous avez été nombreux à réagir. Merci pour vos appels, merci pour vos messages. Ce soir, nous allons parler de l'actualité avec un président d'un mouvement citoyen établi en République démocratique du Congo. Avant de le saluer, permettez-moi de placer une salutation pour tous nos téléspectateurs fidèles à ce programme sur Kin 24 Télévision Deadline. Vous nous suivez de Aru, Makiso, vous nous suivez du Haut-Katanga, vous nous suivez partout en RDC. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Vous nous suivez en Europe, vous nous suivez en Asie, vous nous suivez en Australie, vous nous suivez en Amérique, soyez le bienvenu. Vous nous suivez à Dallas où nous avons de la famille. Merci de nous suivre. Vous pouvez aussi suivre ce magazine sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, notre chaîne YouTube. Allez sur Symphorien Katende TV pour suivre nos programmes, ainsi que sur notre page Facebook Deadline où vous allez liker et vous abonner à notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre Kin 24 Télévision sur le bouquet Orao Télécom. Ce soir, nous allons parler de l'actualité, vous le savez. Les choses ont bougé. Le président de la République est rentré de sa tournée aux États-Unis d'Amérique sous l'invitation du gouvernement américain. Et là, présentement, il est au Katanga et la République continue d'avancer. Il y a eu l'élection des gouverneurs. Tout ça avec notre invité de ce soir que je m'en vais saluer, un habitué de Deadline. Bonsoir, architecte Fonfon Massianti Mandé, président du mouvement citoyen Dressons nos fronts. Bonsoir. Bonsoir, Symphorien Katende. Avant d'entrer, quel bilan de Dressons nos fronts? Dressons nos fronts a vu le jour en RDC. Quelle est votre satisfaction? Oui, Dressons nos fronts a vu le jour le 13 octobre 2018. Aujourd'hui, on est au mois d'avril. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire un travail d'implantation. Aujourd'hui, Dressons nos fronts est en train d'implanter la Ligue des femmes, avec comme objectif former les mamans dans des métiers qui sont des métiers très simples, notamment des métiers tels que, d'abord, nous faisons un travail d'alphabétisation. Beaucoup de mamans sont analphabètes et vous savez que pour une bonne efficacité dans le ménage, même la gestion des enfants, l'alphabétisation trouve un choix très important dans les quotidiens, surtout des mamans. Parce qu'il faut faire des prescriptions médicales, il faut savoir lire. Si tu ne sais pas lire, tu ne sauras pas quelle est la prescription médicale que le médecin a donnée. Et puis même pour apprendre un minimum de métiers, un métier, il faut savoir lire, ne fût-ce que lire, écrire et calculer. Sinon, tu ne peux pas être un ouvrier qualifié. Donc tu vois, l'éducation en termes d'alphabétisation trouve vraiment sa place dans l'émergence d'une société. Deuxièmement, nous formons des métiers de mamans qui sont des métiers de managers de maison. Aujourd'hui, les mamans que vous voyez, nous avons des bonnes mais qui ne sont pas qualifiées. Ce travail n'est pas respecté. Nous avons voulu valoriser ces côtés-là. Il faut que ces gens deviennent des professionnels. Ceci va améliorer, leur salaire, et puis leur considération vis-à-vis de la société. Ils vont apporter une touche plus professionnelle dans leur façon de faire, plutôt que de temps en temps d'être blâmés. Et dans ce sens-là, ils peuvent même aider les mamans avec qui ils vont travailler dans la gestion des ménages. Et il y a une dose d'hôtellerie, cela permet de maîtriser la cuisine congolaise et européenne. À ce moment-là, vous voyez, vous n'avez plus une bonne, mais à ce moment, vous avez véritablement un professionnel dans la maison qui peut gérer la maison même à votre absence. Il y a des gens qui voyagent, ils ne savent pas qui laisser la maison. À ce moment, il faut former les mamans parce que on dit qu'il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens.
tout métier, lorsqu'il est professionnalisé, quelqu'un peut trouver sa vie très bien dans cette filière. Voilà un peu la vision que nous avons, le travail qu'on est en train de faire. Un travail de fourmi, un travail de silence, mais on travaille. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on grandit. Il faut savoir prendre du temps, savoir s'installer. Il faut que les gens s'imprègnent de votre idéologie. Et pour s'imprégner de notre idéologie, et la formation, qui est notre leitmotiv, c'est même notre pilier dans notre projet de société, reste quelque chose de très important. Nous avons commencé avec le maman, après nous allons aller avec des jeunes et aussi des papas. Voilà, mais pour le moment, on a d'abord commencé avec le maman. Très bien dit, Fonfon Mascianti Mandefi, mais pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, d'où vous est venue l'idée de créer Dressons nos fronts? Dressons nos fronts, c'est une inspiration divine. Je dois le dire, peut-être que, vous savez, les grands hommes disent, lorsqu'une idée te traverse dans l'esprit, ce n'est pas par hasard, c'est une inspiration. Et lorsque vous avez une idée lumineuse, une idée qui est bien conçue, parce que c'est un projet de société que nous avons conçu, que nous avons écrit, avec une cohérence, ça découle de nos mots, les mots de notre société, des faiblesses que notre société rencontre. Aujourd'hui, que personne ne vous trompe, nous avons un problème de formation dans ces pays. Il nous faut une certaine qualification pour espérer survivre. Parce que si les gens sont devenus des badauds, si les gens sont devenus des voleurs, parce qu'ils n'ont aucun métier, quelqu'un qui a appris un métier, il a un minimum de stabilité. Nous nous sommes dit, il faut pousser les gens vers là. Aujourd'hui, les gens peuvent dire qu'il y a l'INPP. L'INPP, c'est dans la préparation professionnelle des entrepreneurs qui existent, qui envoient leurs ouvriers, leurs personnel pour parfaire leur formation. Mais nous, notre vision, nous sommes naïsbel. C'est un souci des jeunes, des chégués, des jeunes désœuvrés, qui n'imaginent même pas qu'étudier, c'est quelque chose d'important. Nous allons vers eux, en fait, de leur donner de l'espoir, de leur faire comprendre qu'ils peuvent devenir des hommes avec un minimum d'éducation. C'est cette inspiration, parce qu'il faut comprendre, la majorité de la société congolaise est pratiquement, comment je peux dire, ce que nous appelons des gens abandonnés, analphabètes. C'est ça la majorité. Il faut descendre dans des quartiers populaires. Vous allez voir la réalité qui s'y passe. La promiscuité, la pauvreté énorme. Et la pauvreté engendre, il n'y a pas de formation, les enfants ne savent pas aller à l'école. Et l'État est démissionnaire. Ça, il ne faut pas qu'on se voile. L'État est démissionnaire. Parce que avec le paiement que les gens payent dans le cadre de l'enseignement, beaucoup de parents n'ont pas de moyens pour faire étudier les enfants. Conséquence, nous avons des enfants abandonnés. Ils ne sont pas sur la rue parce qu'ils ont voulu, mais ils doivent survivre. C'est l'instinct de survie. Maintenant, il faut récupérer ces gens-là, former-les, afin qu'ils redeviennent importants dans la société. C'est ça, la vision des Dressons nos fronts. C'est ça qui nous a motivés. C'est le patriotisme. En bref, c'est ce que je peux expliquer dans le cadre de l'esprit de la création de ces mouvements. Et nous sommes contents parce que de plus en plus, les gens que nous rencontrons commencent à comprendre l'esprit et ils adhèrent. Surtout quand je dis des mamans, nous avons aujourd'hui beaucoup de mamans qui adhèrent dans les mouvements, qui s'inscrivent dans le cadre de la formation. Vous voyez? Et nous sommes en train de leur faire comprendre parce que nous sommes un mouvement d'éveil de la conscience. Au-delà de la formation, nous apportons l'éveil de la conscience. Il faut que les gens apprennent à gérer, à comprendre que la chose publique, c'est pour tout le monde. Ça ne sert à rien de voler. C'est comme ça que dans notre projet de société, il y a la lutte contre la corruption. La corruption a détruit ces pays. Aujourd'hui, c'est un fléau. Ce qui est marrant, c'est que c'est devenu comme normal. Nous avons vu dans les élections, les gens trichaient aux vies aussi de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont issus de ces fléaux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons quel type de société? Voilà. Il faut que ces choses deviennent réellement dans la conscience collective comme des véritables antivaleurs, comme étant un fléau qui détruit ces pays. Voilà, vous avez parlé de la corruption. Donc nous entrons directement dans les vifs de dans nos échanges. En tant que mouvement citoyen, nous sommes très heureux de vous avoir pour nous donner votre vision, parce que vous n'êtes pas dans la prise politique, politicienne. Premièrement,
nous allons refaire l'actualité. Comment avez-vous reçu, analysé la visite du chef de l'État congolais par invitation du gouvernement américain? Comment avez-vous trouvé cela? Que le département d'État américain puisse l'inviter, parler de grandes questions sur le plan économique, financier, sur le plan stratégique, finir par une reconnaissance officielle auprès de, comment on appelle ça, des officiels américains avec des coups de canot, et une note: le président Trump n'est pas à recevoir son homologue congolais jusqu'à son retour. Comment vous avez vu cela? Bon, le voyage du président de notre président aux États-Unis, sur invitation du département d'État américain, c'est quelque chose de très important. Ça signifie que notre pays est considéré maintenant. Notre pays est en train de revenir sur l'échiquier international. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Des visites de cette envergure, lorsqu'on vous appelle par un département d'État, ce qu'il faut comprendre, le département d'État, c'est les affaires étrangères. C'est le département d'État qui gère la politique américaine à l'extérieur. C'est le département d'État qui fixe les centres d'intérêt des pays à travers le monde pour les États-Unis. C'est la politique de Donald Trump à l'extérieur. Vous voyez? Et lorsqu'on vous appelle, c'est que si c'est le département d'État, c'est que vous y allez en séance de travail. Ce n'est pas une visite de courtoisie ou de félicitations. Ou une visite protocolaire, carrément. Non, ça, ce n'est pas protocolaire. Parce que là, vous travaillez avec l'administration américaine. Ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, le Congo, c'est un pays stratégique. De par sa potentialité, le Congo doit être au centre de l'Afrique. Et s'il faut stabiliser l'Afrique, il faut stabiliser les Congos. Et il faut comprendre ces pays. Déjà, ce qu'il faut comprendre, cette visite n'arrive pas par hasard. Il y a eu une série de mesures qui ont été observées dans l'action du nouveau président de la République. Notamment, les mesures de décrispation. Aujourd'hui, les gens peuvent marcher dans ces pays sans être inquiétés. C'est quelque chose de bien. Quand vous suivez les rapports de Human Rights Watch, et ils disent que les crimes ont sensiblement, les violations des droits de l'homme ont sensiblement baissé. Vous voyez, ça c'est des notes positives. Ils ont vu ces indicateurs. Et nous avons l'avantage qu'il y a eu une passation civilisée du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique démocratique qui s'installe. Alors il faut encourager de telles affaires. Parce que si aujourd'hui le Congo devient un trou noir, c'est dangereux pour le monde entier, surtout pour l'Occident. Nous avons des minéraux stratégiques. Nous avons les coltans, nous avons l'uranium. Si ça tombe entre les mains des bandits, quel va devenir le monde? Si aujourd'hui les islamistes ont des armes de destruction massive, quel va devenir le monde? Je crois qu'ils ont compris l'importance de notre pays et l'importance de garder une dynamique stable au cœur de l'Afrique. C'est ainsi que le président est allé en séance de travail. Parce que ces choses-là, parce que si le président te reçoit, c'est 10 minutes, 20 minutes. Mais lorsque vous travaillez avec son équipe, vous prenez tout le temps possible. Des discussions et de passer en revue beaucoup de stratégies. Ce qu'il faut comprendre, dans cette visite, nous avons vu que le Congo, on veut mettre le Congo maintenant au centre. Et dans la politique des États-Unis, ils veulent travailler avec le Congo. C'est comme ça que le président est accueilli en séance de travail dans un département d'État. Ce qu'il faut comprendre, ces départements, aujourd'hui, ceux qui ont des informations, ce département a un très grand budget. Des budgets de plus de 45 milliards de dollars. C'est ça le département américain. Le département américain en lui seul dépasse même notre propre budget. Aujourd'hui, les financements tels que les financements de l'USAID, ils trouvent leur origine où? C'est dans les départements d'État. Tous les partenaires extérieurs qui financent les projets des États-Unis en dehors des États-Unis, c'est à travers les départements d'État. Donc, Fonfon Maskianti Mandefi, vous voulez nous dire, entre une visite protocolaire et une visite de travail, qu'est-ce qui prime? Moi, je pense que dans cette visite, il faut voir, la visite de travail est beaucoup plus importante. Parce que c'est vraiment, on veut entrer en profondeur. On veut comprendre l'esprit. Et c'est comme si les États-Unis ont une vision pour l'Afrique. Et cette vision, comme l'a été à l'époque Mobutu, aujourd'hui, c'est Kagame un peu qui était au centre et tout. Mais l'arrivée de Félix, avec la dynamique qu'on impulse, surtout les autres, aux environs, il n'y a pas assez de démocratie. Chez nous, il y a une dynamique démocratique. Et il faut en profiter pour en faire un modèle. Parce que le modèle dictatorial de nos environnants, ça ne permet pas aux Américains d'être à l'aise.
Mais avec une démocratie qui commence à insuffler au cœur de notre nation et au cœur de l'Afrique, ça peut donner une très grande dynamique de stabilité. Vous voyez, c'est comme ça. Quand on appelle un président de la République dans ce sens-là, c'est vraiment faire des vrais engagements. Fanfan Massianti m'a juste un petit bémol. Le président Félix qui va aux États-Unis, mais Didier Reynders va le rencontrer. Donc, notre contact avec les États-Unis a fait peur, par exemple, aux Belges. C'est la raison pour laquelle Reynders va rencontrer le président congolais. C'est ce que je viens de dire. Et ils comprennent au moins la dimension de cette visite. Vous comprenez ce que je viens de dire? Et ils ont fait aussi une lecture. Peut-être qu'ils ont fait comme la mienne. Ils ont compris. Si on ne travaille pas avec Félix, si on ne lui tend pas la main, nous risquons de perdre les Congo. Or, la Belgique, il a en Afrique, son seul partenaire stratégique, c'est la RDC. S'il perd la RDC, c'est la Belgique qui perd. Il est obligé de se rattraper. Vous voyez? Parce que les Américains ont toujours eu une voix beaucoup plus prépondérante dans l'histoire de ces pays. Dans ces pays, ce qu'il faut comprendre, depuis la constitution de notre pays, ce sont les Américains qui ont toujours pris la plus grande voix dominante. Et ça, peut-être que les gens ne le comprennent pas. La Belgique, peut-être, ce n'est qu'une sentinelle. Les vrais enjeux du Congo, c'est entre les puissances. C'est ce qu'il faut comprendre dans ce sens-là. Et dans cette opportunité, dans cette dynamique, il était obligé de suivre la dynamique. Vous savez, lorsque la dynamique s'impulse, que tu le veuilles ou pas, tu vas suivre. C'est ça la réalité. Donc, si les gens parlent, les gens doivent faire des analyses en profondeur, afin de cerner quels sont les objectifs qui sont en train d'être tramés. Et tel que les esprits avertis comprennent. Or, notre pays, les gens sont plus dans des critiques qui n'apportent presque rien. Nous devons voir les choses réellement. Nous devons être dans la réelle politique. Les problèmes du Congo, ce pays a tellement d'enjeux que ces réalités aussi dépendent de l'extérieur. Il faut avoir un président qui a un sens diplomatique très élevé. Il faut négocier diplomatiquement. Parce que les puissances ont peur. S'ils perdent le Congo, ils perdent la puissance. Surtout les puissances occidentales. C'est une donne, c'est vrai, on peut dire, c'est du néocolonialisme, c'est de l'enfantisme, mais c'est du réel politique. Ce n'est pas maintenant que nous allons nous débarrasser de cette réalité. Un président sage, il doit nous éviter aussi les chaos et des guerres inutiles. Il doit faire preuve de beaucoup de tact diplomatique. C'est comme ça, moi je comprends. Le président qui arrive, il devait d'abord asseoir son pouvoir en faisant comprendre à nos partenaires traditionnels qu'il n'est pas là pour apporter les désordres. Mais il veut là une collaboration saine. Ça ne sert à rien de créer des guerres par procuration, mais travaillons ensemble. Il faut, dans une certaine mesure, donner confiance aux partenaires. Vous voyez, c'est très important. C'est la lecture que nous faisons. Pas en tant que politiciens. Nous sommes un mouvement citoyen. Nous avons foi que les choses vont aller de plus belle parce que nous ne pouvons que croire au développement de notre pays. Nous ne sommes pas des gens pessimistes. Tout ce qui arrive, on peut toujours dire c'est la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons, c'est avec cela que nous devons jouer. Nous ne devons qu'espérer. Parce que nous n'avons pas un autre pays pour espérer. Nous ne pouvons qu'espérer. Félix Tshisekedi a l'obligation de bien faire. En tout cas, il a l'obligation. Sinon, il va rencontrer tout le monde sur son chemin. Un autre élément important aux États-Unis, rencontre FMI et son Excellence, Monsieur le Président de la RDC. Vous, en tant que mouvement citoyen, vous vous battez pour le bien-être de la société. Vous n'avez pas cette vision politique politicienne. Le retour de l'FMI. Nous avons rompu, la RDC avait rompu ses relations, sa collaboration avec la FMI depuis quelques années. Et là, le grand retour. Qu'est-ce que vous en pensez, en âme et conscience? Bon, naturellement, c'est un bon signe parce que la rupture qui a eu lieu avant n'était pas une rupture d'indépendance, c'était une rupture de la gestion de notre État. Je prends le cas de la GECAMINE. La FMI a demandé des audits. Il faut que la GECAMINE soit bien gérée avant qu'ils participent au financement. Ils ont senti les flous, ils se sont retirés. Donc, ils ne se sont pas retirés parce que le pays était souverain. Ils se sont retirés parce qu'il y a eu ces éléments que nous ne cessons de déplorer. L'opacité dans le contrôle. L'opacité, d'où la corruption. Voilà. Maintenant, les retours, c'est quand même des gages de bonne foi. Ça prouve qu'il
il y a un nouveau régime, ils font confiance à ces régimes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas raison. La FMI, c'est le Fonds monétaire international. Nous sommes membres. Les gouvernements qui arrivent, s'il va vers la FMI pour demander un prêt ou bien des appuis, ce gouvernement n'a pas d'antécédent. On ne voit pas quelle est la raison pour ne pas les soutenir. Maintenant, les problèmes résident dans la gestion des appuis. La grande question, la gestion des appuis, ça sera pour construire des écoles, des routes, voilà. Pour investir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Or, nous sommes un État, nous avons un État qui peut avoir des moyens. Ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est des prêts pour financer des projets de grande envergure. Des projets qui peuvent booster notre économie. Vous voyez, nous avons d'une part les barrages d'Inga. Aujourd'hui, avec les mégawatts, l'Afrique a besoin d'être électrifiée. C'est un courant hydroélectrique capable de faire fonctionner des usines, surtout dans l'industrialisation. Alors, c'est quand même une demande qui est forte. Si aujourd'hui, nous avons un prêt qui peut financer la construction de ces barrages, nous aurons des dividendes qui peuvent booster notre économie. Et aussi, nous avons, par exemple, de l'autre côté, les ports en eau profonde des bananes. C'est quand même un grand équipement qui peut nous amener beaucoup d'entrées de devises, qui peut faciliter beaucoup de choses dans notre économie. C'est des projets comme ça qu'on peut financer. Maintenant, les problèmes, par exemple, des routes nationales, on peut financer à travers des partenariats comme ça. Parce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs bailleurs. Nous avons aussi la Banque africaine de développement qui est en train de financer, par exemple, la route Bachamba-Chikapa, à partir de Pont-Luang et tout ça, c'est la Banque africaine de développement. Vous voyez? Donc, si on peut nous financer dans ce sens-là, ça apportera beaucoup d'éléments positifs dans l'évolution économique du pays. Mais quant au financement, par exemple, des écoles, mais ça, les gouvernements aussi, des écoles de formation de nos enfants, moi je ne vois pas, on ne va pas endetter les pays dans des dettes comme ça. Ça, ce sont des réalités sociales. Les gouvernements qui arrivent ne vont pas croiser les bras. Ils peuvent faire des productions. Nous avons des minerais. Nous avons aujourd'hui le cobalt. Nous avons les coltans. Tout ça, ça peut permettre au gouvernement de pouvoir investir dans l'éducation ou dans les œuvres sociales, notamment la santé. Or, aujourd'hui, même des industriels qui viennent dans les investissements, par exemple des usines de minerais, on peut leur contraindre d'investir dans la création des écoles pilotes de grande qualité. On peut poser beaucoup de conditions et le pays peut bénéficier des équipements de qualité. Vous voyez? Donc pour moi, si nous devons faire des prêts ou des emprunts au niveau des FMI, ça doit être des emprunts utiles. Sinon, on va hypothéquer toute une génération comme nous en avons eu avec la PPTE, sans pourtant bénéficier réellement de ce fonds qui a été alloué pour le développement du pays. Et nous allons encore revenir en arrière. Voici, ça sont des inquiétudes. Donc nous, ce que nous conseillons, que ces fonds soient canalisés dans des projets qui peuvent booster l'économie. Il faut qu'il y ait un système de gestion claire et de suivi et évaluation pour permettre une très bonne gestion et aussi dans la réalisation dans les délais de tout ce que nous aurons à investir comme équipement. Ainsi donc, le mandat du président de la République aura un succès. Fonfon Massianti Mandefi, nous avançons. L'Assemblée nationale affiche complet. Yumbi Beni et consorts, on a voté les députés nationaux qui restaient. Nous avons la totalité. Et là, pensez-vous, comme l'Assemblée nationale affiche complet, à très bientôt, on aura le nom du Premier ministre qui va diriger le gouvernement de la RDC, pensez-vous? Bon, je suis pas dans la politique. Je n'ai pas d'acquaintance politique avec les politiciens. Nous sommes un mouvement citoyen, nous sommes des citoyens. Par rapport au décor, nous avons un avis. Parce que c'est quand même notre pays. Tout à fait. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que il y a quand même des choses traînent quand même dans la désignation du Premier ministre. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, le président de la République a lancé un projet d'urgence de 100 jours. En attendant que le gouvernement arrive. Mais la faiblesse, c'est quoi? C'est que lorsque vous lancez le projet d'urgence, ça ne passe pas dans les appels d'offres. Or, les appels d'offres permettent au pays de faire des gains. Parce que là, nous prenons parfois des offres économiquement avantageuses.
C'est-à-dire quoi? Des offres qui peuvent être moins 10 ans, mais techniquement valables. À ce moment, l'État fait des gains. Il y a une gestion qui doit être contrôlée. Aujourd'hui, personne ne contrôle. C'est quand même, on ne sait pas si on fait des gabéjous ou pas. On rend compte à qui, on ne sait pas. Il faut, des choses comme ça ne peuvent pas durer. Sinon, nous allons saigner l'État. C'est bien, on a lancé un programme d'urgence. Les gens sont contents, on voit les choses en train de bouger. C'est très bien. Mais il ne faut pas que ça dure. Parce que nous avons élu un président sur un programme, pas pour un programme d'urgence. On a élu sur un programme de longue durée de 5 ans. Dans un programme d'urgence, on fait seulement des actions d'éclat. Et les actions d'éclat ne boostent pas l'économie. Ce sont des programmes qui s'étalent sur des longueurs qui peuvent booster l'économie. Vous voyez? Et c'est cela que nous voulons. Il faut que les gouvernements arrivent vite. Parce que ce que nous assistons là, nous ne connaissons pas. Parce que nous avons droit qu'on nous explique comment l'argent est géré, comment l'argent est payé. La mission de contrôle. J'ai vu une rubrique de la mission de contrôle. Qui assure la mission de contrôle? Nous savons que la mission de contrôle, dans le cadre, par exemple, des actions rapides, que l'OVD, tout ça, c'est le BTC qui assure ça. Ce ne sont pas des bureaux privés. Et on va recruter des bureaux aujourd'hui sur base de quels termes de référence? Et le Parlement a-t-il la même mise dans la gestion parcimonique de ces budgets? Et vous direz que non. Donc, est-ce que c'est ça la faiblesse un peu dans les programmes d'urgence. Peut-être parce que ça traîne, peut-être le FCC envoie des propositions de noms qui n'enchantent pas ou qui ne convergent pas dans la décision du chef de l'État, dans sa vision, dans sa politique. Et en tant que mouvement citoyen, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme piste si c'est le fait que le FCC, le Front commun pour le Congo, envoie une liste dans lesquels les noms ne sont pas appréciés par l'actuel chef de l'État? Quelles sont les propositions en tant que mouvement citoyen vous pouvez proposer pour une convergence apaisée afin que nous puissions avoir le nom d'un Premier ministre consensuel pour tous les Congolais? Merci beaucoup. Bon, moi, je vois une autre lecture. Moi, ce que je sais, aujourd'hui, le FCC les cache. Des informations officielles, ils ne sont pas dans la cohabitation. Ils sont dans la coalition. Tout à fait. Dans une coalition, c'est comme un mariage. Lorsqu'on fait un mariage, ça devient des problèmes internes. Nous n'avons pas FCC cash, mais nous avons vraiment un mariage. Et ça, le président de la République, avec sa partie... Même si on ne dit pas le contenu de ces accords. Malheureusement, ça nous laisse dans les flous. Et les gens peuvent imaginer ce qu'ils peuvent imaginer. Il ne faut pas condamner ceux qui imaginent Y ou ceux qui imaginent Z. Parce que lorsque vous n'avez pas dit, les gens vont imaginer ce qu'ils peuvent imaginer. À ce moment-là, personne, dans ce contexte-là, ne peut dire que le chef de l'État a raison ou il a tort. Parce qu'ils sont dans la coalition. Et dans la coalition, ils ont des compromis. Et moi, je pense, je n'ai même pas des mots justes pour essayer de dire ou de départager cette réalité. Mais par contre, le pays est le nôtre. On ne va pas bloquer un pays sur base des ambitions personnelles des gens. Félix Tshisekedi doit comprendre, c'est lui qui sera comptable devant la nation. Aujourd'hui, les gens ne voient plus Kabila. Les gens ne voient pas le FCC. Il a la plénitude du pouvoir. Nous n'avons pas besoin, il n'a pas d'excuses. Parce qu'il est le garant des institutions. De deux, il a toute la justice entre ses mains. Il a l'armée. C'est ça la réalité. C'est lui le président, le commandant suprême des armées et de la police. C'est-à-dire, l'échec qui arrivera, ça sera si la comptabilité de Félix. Aujourd'hui, c'est qu'il doit comprendre que le peuple a un grand engouement. Le peuple l'aime parce que le peuple a vu les changements. Mais le peuple n'aime pas la personne de Félix. Le peuple aime le changement que Félix va apporter. C'est ça que Félix doit comprendre. Si au bout d'une année, ces changements n'interviennent pas, il sera vomi. Nous avions déjà eu une crise. Nous sommes dans une pause. Soit la crise va se désamorcer réellement, ou soit nous allons entrer dans une très grande crise qui ne sera pas maîtrisée. Et cette crise, c'est la crise du bien-être. S'il ne donne pas de réponses, parce qu'il n'a pas encore donné des réponses sur des questions des Congolais, il n'a donné que des intentions. Jusque-là, il n'a pas encore commencé à travailler. On travaille sur base des programmes, pas des programmes d'urgence. On travaille sur base des programmes de longue durée. De la politique, par exemple, au niveau de l'enseignement. De la politique au niveau de la santé. De la politique économique.
Comment nous voyons notre économie? Comment nous allons booster notre économie? De la politique en matière d'industrialisation. Vous voyez? Ça, on sait qu'on commence à travailler. De la politique de l'emploi. Vous voyez? Or, pour le moment, nous l'attendons. Que ça traîne pas, ce n'est pas le FCC qui est comptable, c'est le président de la République. C'est lui le chef. Si, dans une année, rien n'est fait, en tout cas, à ce moment-là, il va nous rencontrer si c'est aussi son chemin. Parce qu'il a accepté cet accord-là sur des termes qui lui sont propres. Personne ne lui a forcé la main. Donc, s'il a accepté, il savait qu'il allait bien travailler. Parce que je ne vois pas Félix accepter un accord où il va mal travailler. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine indépendance d'esprit. Alors, s'il a accepté les accords, il doit assumer, mais il doit savoir qu'il sera comptable au peuple congolais du résultat. Déjà, dans une année, nous saurons si c'est vraiment les changements que nous avons aimés en lui est arrivé ou ces changements n'existaient pas. On passe d'actualité en actualité. Il y a eu les élections de gouverneurs. Et il y a quelques provinces où ils sont allés au deuxième tour. Donc, parmi ces gouverneurs, nous pouvons citer Gentini Ngobila Mbaka pour la ville de Kinshasa qui succède à André Kimbuta Yango. Vous avez Zoé Kabila au Tanganyika et vous avez Mouyej au Katanga, pour citer que ce nom. Quelle est votre lecture de ces élections de gouverneurs? Parce que, en des termes clairs, c'est le FCC qui rafle la mise, la grande part du lion est entre les mains du Front commun pour le Congo. Quelle est votre lecture? Est-ce que le fait que le FCC ait plus de gouverneurs faciliterait les objectifs du chef de l'État, ou nous avons une autre lecture à faire par rapport à ces élections? Merci. D'abord, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une surprise. Le FCC a été majoritaire. Les élections parlementaires qui se sont passées, surtout les élections provinciales et nationales, le FCC a été majoritaire. Ce n'était que normal qu'il ait plus de gouverneurs, qu'il rafle plus de sièges, ou plus de postes à ce niveau-là. Le contraire serait même étonnant. Curieux. Parce que ce sont les mêmes personnes qui ont été élites, tout et tout. Les conséquences n'étaient que logiques. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a eu une crise. Cette crise est passée parce que les élections ont eu lieu. Maintenant, les gens, dans cette crise-là, avec les élections, les gens ont dit « ouf ». Maintenant, ça peut aller mieux. C'est-à-dire, les gens, ce qu'ils doivent comprendre, la crise n'est pas terminée. Nous sommes dans une pause. Ces gouverneurs, aujourd'hui, qui ont eu cette responsabilité, ils doivent comprendre que s'ils ne travaillent pas dans le sens de l'amélioration du bien-être du peuple congolais, ils vont être lynchés. Aujourd'hui, au Soudan, qui croyait que Omar Béchir allait être renversé dans un si bref délai? Personne, hein? C'était un monsieur que même les Américains n'ont pas pu déboulonner. Vous avez vu que les Américains, il y a eu Darfour, personne ne l'a déboulonné. Ils n'étaient pas inquiétés. Mais face à la dynamique populaire, Omar Béchir est parti. Ce qu'ils doivent comprendre, le peuple est vigilant. Le peuple a tellement attendu. On ne leur donnerait pas du temps de faire n'importe quoi. Donc il y a cette variable peuple qui influence aussi. Qui ne croit pas que le fait d'avoir organisé les élections, le fait d'avoir gagné, c'est fini. Aujourd'hui, les gens ont besoin de résultats. Les gens ont serré la ceinture. Ils n'ont pas serré la ceinture parce qu'on change des papas qui n'apportent rien. Ils ont serré la ceinture parce que le papa qui arrivera doit apporter quelque chose. Mais si le papa qui arrive n'apporte rien, les gens seront dans un désespoir inimaginable. Parce qu'à ce moment-là, ils se diront quoi? Finalement, avec ces gens, nous n'aurons rien. Et nous allons nous faire nous-mêmes notre propre justice. Et lorsque le peuple fait sa justice, elle est plus destructrice que si elle était organisée. C'est cette donne que ces dirigeants doivent comprendre. Aujourd'hui, Kimbusa est parti de la ville de Kinshasa.
Gentini arrive. Il doit comprendre quelles sont les erreurs de mon prédécesseur, quelles sont les qualités. Parce que les gens ne vont pas se laisser faire cette fois-ci. Cette fois-ci, les gens sont plus éveillés. Cette fois-ci, les gens sont déterminés. Preuve, aujourd'hui, Félix Tshisekedi qui est là, il a l'armée, mais ce n'est pas quelqu'un de violent, ce n'est pas un dictateur. Vous avez vu aujourd'hui, les gens marchent, il n'y a pas de répression. On lui a même félicité aux États-Unis. Il a besoin de garder cet élan. Et il doit faire très attention. Cette fois-ci, si la population se met debout, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et nous les encourageons. On dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas, excusez-moi les mots, mais nous avons fait ce que nous avons fait, mais cette fois-ci, ces peuples-là, c'est quand même nos frères. Aidez-les. Aidez-les à avoir la vie meilleure qu'ils ont tant souhaité. Il y a eu des erreurs, il y a eu de la corruption, il y a eu ceci. Marquons véritablement une ligne rouge. Que le FCC et le CACH, qui sont devenus maintenant une coalition, marchent dans une même direction, voient l'avenir du peuple congolais. C'est ce qu'on leur demande. Les gens ne leur demandent pas plus. Gentini est là, c'est bien, mais est-ce qu'il va-t-il travailler dans le sens de l'amélioration des quotidiens des Kinois? Est-ce que Zoé Kabila qui est à Tanganyika, Tanganyika qui est une province vraiment très, très reculée, il va-t-il améliorer, par exemple, je prends Kalemi, des équipements modernes, il faut industrialiser la zone, parce que ce sont des provinces, ce sont des nouvelles provinces qui n'ont pas assez d'équipements de ville. Il faut leur doter de bons équipements. Ils ont même des ports là-bas. Il faut recréer cette dynamique dans les ports. Vous voyez? Donc, dans cette réalité, ils sont face à la population. Ils doivent donner des réponses. S'ils donnent des bonnes réponses, moi je pense que la crise va réellement être désamorcée. Mais s'ils donnent de très mauvaises réponses, nous les disons qu'ils ne soient pas surpris demain. Moi je vous dis, et nous leur disons qu'ils fassent très attention. C'est comme un volcan qui peut avoir une éruption à n'importe quel moment. Donc la population congolaise est actuellement éveillée. Est très éveillée. Mais comment les encadrer? Quelles sont les propositions à leur faire à tous ces gouverneurs de travailler dans le sens du bien-être du Congolais, d'améliorer le quotidien, d'améliorer leur environnement? Et par exemple, quand vous prenez les Tanganyika et d'autres provinces qui viennent à peine d'être créées il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce qu'il faut pour leur permettre de bien travailler? Parce qu'à cela, on oublie aussi les moyens. Il y a d'autres provinces qui n'ont pas de moyens. La rétrocession n'est jamais venue. Est-ce que cette fois-ci, ça sera d'application pour leur donner les instruments? Par exemple, ici, dans la ville-province de Kinshasa, Kimbuta, qu'on l'aime ou pas, mais il a donné des infrastructures dans cette ville de Kinshasa. Il a donné le nouveau bâtiment, le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Il a donné des instruments juridiques que la ville n'avait pas. Mais dans d'autres provinces, ça n'existe pas. Comment encadrer cela? Merci. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, ce qui doit animer les dirigeants actuels, c'est l'amour de la patrie. Il faut d'abord travailler pour le bien-être du peuple, qu'ils ne soient pas des affairistes. Lorsque vous mélangez les affaires et la politique, la Bible dit l'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. L'un des deux sera trompé. Et vous verrez que soit vous allez plus tromper les pays au profit de vos affaires. Parce que lorsqu'on vient faire un mandat politique d'exécutif, on ne vient pas en affaires. On vient en sacerdoce. C'est-à-dire quoi? Nous venons dans un pays qui est en lambeaux. Nous venons dans une province où il n'y a pas assez d'équipements. Premièrement, il faut créer des éléments. Comme vous avez dit, des nouvelles provinces, il faut leur doter des instruments juridiques. Ça, c'est le travail du Parlement. Parce que ce Parlement a été créé afin de doter des textes pour que les gouverneurs puissent travailler. Ils peuvent aussi s'inspirer des experts parce qu'ils ne tombent pas comme des cheveux dans la soupe. Ils proviennent de grandes provinces. Il y a eu des instruments juridiques qui doivent adapter. Le gouverneur qui arrive, il doit faire de la lutte contre la corruption son leitmotiv. Ça, c'est les fléaux qui gangrènent l'État congolais. Et nous demandons au gouvernement central de libérer les 40%,
des rétrocessions. Si ça peut être la source, tant mieux. Surtout que le président de la République qui arrive, il a besoin de résultats. Si les provinces échouent, les gens ne diront pas les gouverneurs, les gens verront le président. C'est ce qu'il doit comprendre. Parce que si aujourd'hui le gouverneur tombe dans la corruption, dans des gabégies, et que rien n'est pris, c'est lui le garant des institutions, il a la justice. On dira que le président n'a rien fait. Il aurait dit arrêter. Même les FCC, demain, ils peuvent aussi nier que non, il était aux affaires, il avait tous les pouvoirs, pourquoi il n'avait pas donné l'impulsion? Aujourd'hui, l'impulsion qui sera d'abord donnée, c'est l'impulsion du président de la République. Il faut vraiment y revenir. Parce que le président de la République a un programme du gouvernement. Ce programme ne s'effectue pas. Le pays, c'est aussi l'ensemble des provinces. Donc, chaque province, dans le programme du président de la République, aura à bénéficier d'un équipement. Mais cet équipement, d'une manière ou d'une autre, les gouvernements provinciaux vont aussi en bénéficier. Et nous incitons que les gouvernements provinciaux puissent dégager des projets de développement de leur province. Notamment, nous avons lu les différents programmes de différents candidats. Et ceux qui sont, par exemple, dans les Tanganyika, ils ont parlé de pêche. Ils ont, par exemple, les lacs Tanganyika. C'est un lac très poissonné où l'industrie dans la pêcherie, c'est un atout. Où les fermes sont des atouts. Il peut profiter de cette opportunité. C'est aussi, par exemple, Kalemi, c'est une ville portuaire. Il peut avoir un très grand port à ce niveau-là, qui ouvre sur les Tanzanie, Burundi et consorts. Parce que vous avez l'eau. Donc, ce ne sont pas des provinces vides, c'est des provinces qui peuvent apporter beaucoup. Si vous allez à l'Équateur, nous avons la forêt équatoriale. Il y a du bois. Pourquoi pas mettre en place une industrie de bois? Au niveau, par exemple, de la province de l'Équateur. Il faut une industrie de bois. Avec un apport de micro-barrages. Il doit faire un effort, surtout les gouverneurs, d'investir dans des projets porteurs de croissance. Surtout des équipements. Dans l'électricité, ils peuvent investir dans les micro-barrages pour avoir de l'énergie un peu domestique, pour en faire booster leur économie. Ils peuvent investir, par exemple, dans les transports. Quand vous avez le fleuve, vous pouvez investir dans les transports des bateaux. Personne n'empêche, par exemple, la ville de Kisangani de ne pas avoir sa flotte provinciale qui peut venir jusqu'à Kinshasa. Parce qu'il faut imaginer, il faut créer de l'économie. Ils sont indépendants. Non, nous avons notre flotte de Kisangani. Cette flotte va commencer à amener, par exemple, des haricots, les bois, tout ça, jusqu'à Kinshasa. Il faut entrer des dividendes. Parce que personne ne leur empêche de mettre en place des industries ou des entreprises porteurs de croissance. Ils doivent travailler même en concurrence. C'est ce que nous voulons. C'est ça même l'esprit du constituant. Libérer les provinces et que les provinces aient leurs propres équipements afin qu'ils puissent travailler même en concurrence. Et ceci va permettre aussi de créer de l'emploi. Pourquoi pas avoir même leur propre régie de construction? Nous avons notre province, nous avons notre régie. Dans le cas de petits travaux, c'est ce que nous avons dit même pour l'OVD. Chaque province ou chaque entité a son OVD. Chaque entité peut avoir sa régie de construction pour construire ses logements. Surtout les logements sociaux. Ça coûte moins, vous avez votre régie qui peut participer parfois aussi dans des appels d'offres. Vous voyez? C'est très important. Il faut qu'il y ait cette dynamique dans des provinces. Les provinces doivent comprendre qu'ils sont là non pas à jouir, non pas à vivre seulement des taxes, mais ils peuvent aussi créer des secteurs qui peuvent porter des croissances dans leur économie. C'est ce conseil qu'on peut donner aux gouverneurs. Mais quant à cela, aussi, ils doivent avoir leur probité morale. Qui comprennent, ils doivent toujours faire la différence entre les affaires de l'État et leurs propres poches. C'est important. Ils sont là en mission de sacerdoce. Ils sont là parce que les Congolais ont attendu ce moment de bonheur. S'ils ne le font pas, le président de la République, qui est là, il doit veiller à cela. Parce que c'est lui qui sera comptable. Mais sous son règne, il y a une telle impulsion à travers les provinces, il sera le parent de cette réussite. Fonfon Massiantima, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. Dans quelques poussières de minutes, nous mettons fin à ces échanges si riches. Après cette tournée à l'étranger, beaucoup ont critiqué, le président est plus à l'étranger, il visite trop, il circule trop à travers le monde.
mais il n'est pas souvent dans des provinces. Sa toute première visite en tant que président élu de la République démocratique du Congo au Haut-Katanga. Une tel accueil, une ferveur. Dans les images que nous avons reçues, nous avons senti qu'il était vraiment attendu au Haut-Katanga. Quelle est la symbolique et cette signification selon vous? Merci. Ce qu'il faut comprendre, l'élection d'abord de Félix Tshisekedi était émaillée de contestations, de l'intérieur tout comme de l'extérieur. C'est ainsi que les différentes visites à travers les voisins, ça lui a permis de s'affirmer et peut-être de faire comprendre les réalités du pays. C'était très important, ce n'était pas négligeable. Nous ne vivons plus aujourd'hui en vase clos. Nous sommes avec des voisins. Il faut rassurer. Et nous avons salué cette action diplomatique pour essayer de... Parce que la sécurité du pays dépend aussi de nos voisins. Vous voyez, si une rébellion peut venir dans un pays, cette rébellion commence toujours dans un pays voisin. Alors il faut rassurer, il faut déjà montrer ses couleurs. C'est important. Surtout, nous avons besoin de la sécurité au niveau de l'Est. Vous voyez, il ne s'est pas ménagé, il est allé en Ouganda, il est allé au Rwanda. Tout ça, c'est pour stabiliser la zone. Deuxièmement, maintenant, il est rentré, la bataille commence. C'est le bien-être du peuple congolais. À Lubumbashi, il a été accueilli. Les gens n'ont pas vu la personne de Félix Tshisekedi. Ils ont vu l'espoir qu'il incarne. Vous savez, les gens n'ont jamais vu les changements du président. Dans la conscience collective, les gens disent, parce qu'il y a ces changements de dirigeants ou du président, certainement, nous allons avoir un nouveau souffle. Ce qu'il doit comprendre, de la même manière qu'il a été accueilli, ovationné, s'il ne fait pas son travail bien, c'est de la même manière qu'on va les haïr. Il doit les comprendre, parce que c'est toujours le revers de la médaille. De la même manière, tu es accueilli. Ces gens-là ne t'ont pas accueilli parce que tu es beau. Ils t'ont accueilli parce que tu incarnes leur espoir. Imagine qu'une année après, nous tombons dans les erreurs du passé. Nous ne décollons pas. Mais ces gens-là, c'est de la même ferveur qui vont t'insulter, c'est de la même ferveur qui vont te déboulonner. Et ça, nous ne lui donnons pas d'excuses. Il a l'obligation de bien travailler. Parce que si tu vois que tu ne travailles pas bien, tu démissionnes. Mais tant que tu veux être là, tu as l'obligation de bien travailler. Et ce pays ne peut pas sombrer. Et nous n'allons pas lui donner d'excuses ou même du temps. Sinon, il aura déjà son attaque après une année s'il ne fait pas bien. Fanfan Massiantima, en quelques mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans notre programme Deadline? Dans ce passage, ce qu'on peut retenir, nous avons voulu apporter un message d'espoir. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. De nouvelles institutions se sont établies. Les gouverneurs sont arrivés. Il y a un peu de rancœur, peut-être les anciennes figures. Mais nous voulons apporter ce message. Nous appelons à la religion même de ceux qui ont été élus de se concentrer pour le bien de la société. Parce que ce peuple-là, c'est leur frère, c'est leur sœur, c'est leur neveu. Ce n'est pas bien tout le temps. Vous voyagez dans d'autres pays, vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, vous voyez l'ordre qu'il y a, vous voyez la qualité de la vie. Pourquoi pas en faire autant dans votre propre pays? C'est quand même votre propre pays. Nous ne pouvons pas être des démons pour notre propre pays. Nous pensons avec la dynamique. Le président de la République a dit on va déboulonner les systèmes de la corruption, les systèmes de la mégestion. C'est déjà de l'espoir. Et nous lui faisons confiance. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Nous ne sommes pas un chèque en blanc. Nous ne donnons pas un chèque en blanc, mais nous l'attendons dans le message qu'il a donné. Nous sommes un mouvement citoyen. Les mouvements citoyens, nous sommes apolitiques. Nous sommes les gardiens du temple. Nous sommes une voix consultative en cas de problème ou en cas de solution. Au président de la République, aux dirigeants, s'ils ont besoin de nous consulter, nous serons là. Nous sommes aussi une voie de veille, de conscience sur des valeurs d'égalité des droits, d'égalité des chances, nos devoirs civiques et le respect de nos droits. Nous luttons autour de ces principes pour que ces principes soient respectés. Parce que ces principes sont les gages de la stabilité démocratique.
La démocratie que nous avons voulu que tout le monde ait la même chance. Tout le monde puisse espérer, du président de la République au huissier, que tout le monde puisse espérer. Et nous sommes là pour combattre, pour lutter, afin que ces jours-là meilleurs arrivent. Voilà, Fonfon Massiantima, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce numéro de Deadline où nous avons reçu l'architecte Fonfon Massiantima Ndefi, président du mouvement citoyen Dressons nos fronts. La RDC est une grande nation, dirigée par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous devons tous travailler pour l'émergence du Congo. Nous souhaitons bonne chance et la bienvenue à tous ces gouverneurs élus en République démocratique du Congo. Travaillons tous pour le bien-être du Congo. Tous ces candidats malheureux aux élections de gouverneurs, vous n'avez pas démérité. Nous demandons à Jean-Tini Ngobila Mbaka, à Zoé Kabila, à Richard Mouyej et à tant d'autres gouverneurs qui sont élus de faire appel à tous vos challengers. Vous prenez aussi leur cahier de charge. Les points qui vous semblent positifs, vous les prenez, vous les intégrez pour le bien-être de notre RDC. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Même heure. Vous nous avez raté, c'est dimanche à 22h30. Récupérez cette émission le jeudi à 14h juste sur Kin 24 Télévision ou allez suivre à volonté sur notre chaîne YouTube Sanfroyen Katende TV ou encore allez liker notre page Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ben, merci.